Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve pour voir la suite de la clause contractuelle de la CNIL du guide de sous-traitant. On a vu dans la précédente vidéo l'objet, la description du traitement et la durée du contrat. Et maintenant, on va voir les deux autres parties de cette clause qui est l'obligation du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement. Et évidemment, après, on verra l'obligation du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant. Le sous-traitant s'engage à traiter des données uniquement pour la ou les finalités qui font l'objet de la sous-traitance. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le sous-traitant considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition de droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. Jusque-là, rien de délirant, tu te souviens, on avait vu ça dans l'article 28 du RGPD. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable de traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. Ça, tu te souviens, on en avait déjà parlé dans la vidéo 28, donc elle sera là. Ou là, je te laisserai aller voir, mais effectivement, en gros, tu es censé traiter les données conformément aux instructions documentées qu'on t'a demandé, que le responsable de traitement t'a demandé, sauf si ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il te demande de faire n'est pas conforme ni au RGPD. Dans ce cas-là, tu es obligé de l'informer. Et tu n'es pas obligé de l'informer si un règlement, une disposition juridique dans ton pays t'autorise à pas l'informer. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, si on t'autorise à pas l'informer pour des motifs importants d'intérêt public. Voilà. Je t'invite à aller revoir l'article 28. Je sais que c'est clair comme ça, mais si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir cet article. Le sous-traitant s'engage à garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat. Le sous-traitant s'engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter des données à caractère personnel en vertu du présent contrat s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent l'information nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel. Ça veut dire que le sous-traitant s'engage de manière générale à ce que les données soient confidentielles et, ouais, et il s'engage à ce que les personnes qui vont manipuler ces données soient sensibilisées à la protection des données à caractère personnel. Le sous-traitant s'assure également de prendre en compte, s'agissant des outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Le principe de protection des données dès la conception, c'est le privacy by design, et la protection des données par défaut, bah, c'est la protection des données by default. Je crois que c'est ça, je me souviens plus. Dans tous les cas, c'est simplement dire que privacy by design ou protection des données dès la conception, ça veut simplement dire que dès que tu crées ton produit, ton service, ta solution, ton outil, tu identifies dès la conception de ton produit la protection des données à caractère personnel. Et quand tu as déjà sorti ton outil, ton produit, ton service, ton logiciel, tout ce que tu veux, c'est une fois que c'est déjà sorti, là, tu t'occupes de la protection des données et c'est la protection des données par défaut. C'est-à-dire que tu l'ajoutes à déjà un outil, un produit, un service, une solution qui est déjà opérationnelle. Donc ça, c'est un petit récap, tout simplement, du coup, des engagements du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement. Donc, en gros, de traiter les données qu'on lui confie uniquement pour les raisons pour lesquelles on lui a confié. Jusque-là, merci. De l'informer qu'il ne respecte pas le RGPD quand il ne le respecte pas. De garantir la confidentialité, de s'assurer que les salariés du sous-traitant soient sensibilisés à la protection des données et qu'ils puissent eux-mêmes évidemment garantir la confidentialité des infos et prendre en compte la protection des données à caractère personnel le plus tôt possible.
que ça soit soit à la conception, soit lorsque le produit ou le service, l'outil, etc. est déjà sorti. Donc en gros, dès que tu peux, tu le prends tu le prends en compte le plus tôt possible. Il y a aussi un autre point qu'on va voir, c'est le point évidemment de la sous-traitance. C'est un peu la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et on va voir qu'il y a deux options, l'option B et l'option 1. Donc il faut, comme le dit ici la petite mention, il faut choisir une des deux mentions. Je te lis le paragraphe et on verra après comment on se sent. Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant si après le sous-traitant est ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement des autres sous-traitants. Tu te souviens, ça, on l'avait vu quand on était dans l'article 28. Donc, encore une fois, je t'invite à revoir le détail dans la vidéo. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d'un minimum de X jours, mois, années, tout ce que tu veux, à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. Donc là, en fait, on dit simplement que si un sous-traitant veut lui-même sous-traiter à un autre partenaire commercial le sujet, on doit informer le responsable de traitement, on doit l'informer clairement et précisément sur ce que le sous-traitant va sous-traiter à son propre sous-traitant, qui sera le sous-traitant et quelles sont les dates du contrat de sous-traitance. Jusque-là, franchement, rien de délirant. Et effectivement, on a la possibilité de refuser, bien sûr, de présenter des objections, etc., etc. Donc jusque-là, l'option 1, c'est simplement dire on peut faire de la sous-traitance. Le sous-traitant peut lui-même faire de la sous-traitance, mais pour la faire, il faut informer et demander l'autorisation au responsable de traitement. L'option B, elle propose ici que le sous-traitant est autorisé à faire appel à l'entité, une entité spécifique, si après le sous-traitant ultérieur pour mener les activités de traitement suivantes. Là, ça voudrait dire que le sous-traitant et le responsable de traitement sont déjà au courant qu'il va y avoir nécessité de contacter un sous-traitant ultérieur parce que soit la spécificité de la donnée, soit la quantité du travail, etc. font qu'ils ont déjà identifié ce besoin. En cas de recrutement d'autres sous-traitants ultérieurs, le sous-traitant doit recueillir l'autorisation écrite et préalable spécifique du responsable de traitement. Donc ça, tu vois, en fait, ça reprend exactement l'option A. Quelle que soit l'option, autorisation générale ou autorisation spécifique pour avoir un sous-traitant ultérieur, le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Jusque-là, c'est évident. Il appartient au sous-traitant initial de s'assurer que le responsable de traitement ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Donc là, on dit que le sous-traitant et lui-même son sous-traitant, donc le sous-traitant ultérieur, doivent respecter le RGPD au même titre que le responsable de traitement. Rien de délirant. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations. C'est assez simple, hein, le responsable de traitement, Trouch, me confie à moi l'exécution de certains traitements. On doit tous les deux, évidemment, être conformes au RGPD. Si Si moi je travaille avec un autre sous-traitant, Cupcake, il faut que Cupcake lui aussi soit conforme au RGPD. Là, pour l'instant, on doit tous les trois être conformes au RGPD. Mais si Cupcake n'est pas conforme au RGPD, donc le sous-traitant, mon sous-traitant, je suis moins responsable de Cupcake devant mon responsable de traitement, ma trousse. J'espère que c'est clair, avec cet exemple très illustré par un Cupcake d'une trousse et d'une nana kitsch, comme pas possible. Sinon, c'est pas clair, tu me mets en commentaire, évidemment.
Droit des informations des personnes concernées. Option 1. Option A. Il appartient au responsable de traitement de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données. Quand le responsable de traitement collecte les données à caractère personnel, il faut qu'il leur demande évidemment leur consentement et qu'il leur explique pourquoi ces données sont utilisées, à qui elles vont être confiées, etc. Et ça, en fait, avoir laissé sur le responsable de traitement la responsabilité de la collecte de données de manière conforme au RGPD, c'est d'une évidence sans nom parce que le sous-traitant, lui, ne peut pas être en mesure de savoir si les données qu'on lui confie ont été collectées de manière conforme au RGPD. Option B, le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées, par les opérations de traitement, l'information relative au traitement des données qu'il réalise. La formulation et le format de l'information doivent être convenus avec le responsable de traitement avant la collecte des données. Donc là, en fait, il y a deux scénarios. Il y a deux scénarios. Scénario numéro 1, c'est l'option A, c'est-à-dire que c'est le responsable de traitement qui collecte les données et qui confie le traitement au sous-traitant. Option B, c'est le sous-traitant qui collecte les données et qui réalise le traitement au nom du responsable de traitement. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est le sous-traitant, si c'est lui qui collecte les données, c'est le sous-traitant qui s'assure que les personnes soient informées de comment on utilise ces données, pourquoi, à quelles raisons, etc. Et effectivement, l'information de comment on utilise ces données, cette rédaction d'information doit être faite de manière j'ai perdu mon mot. En toute intelligence et en toute évidence avec le responsable de traitement. Donc là, on est sur le point concernant les droits d'information des personnes concernées. Avant, on a vu le sujet de comment on fait de la sous-traitance en étant nous-mêmes sous-traitants. Et là, du coup, on va voir le point 8 sur l'exercice du droit des personnes concernées. Quand une personne concernée veut exercer ses droits, de savoir comment elles fonctionnent, comment elle fait, à qui elle s'adresse? Est-ce qu'elle s'adresse au responsable de traitement? Est-ce qu'elle s'adresse au sous-traitant? Est-ce qu'elle s'adresse au sous-traitant ultérieur? Qu'est-ce qu'on fait? Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice de droit des personnes concernées. Les demandes d'exercice de droit des personnes concernées sont listées ici. On a le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'effacement et d'opposition, le droit à la limitation du traitement, tu te souviens, je t'en avais parlé dans une vidéo, le droit à la portabilité des données, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée, y compris le profilage. Ça veut dire que le sous-traitant est tenu d'aider le responsable de traitement. D'accord? Ça veut dire qu'on est tenu d'aider, on n'est pas tenu de faire le job à sa place. Nuance. Du coup, là, on va voir comment ça se manifeste concrètement. Option A. Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d'exercice de droit, le sous-traitant doit adresser ses demandes des réceptions par courrier électronique à une personne au sein des équipes du responsable de traitement. Lorsque le sous-traitant doit répondre au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données, aux demandes de personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant de données faisant l'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. Donc là, en fait, ça se négocie, ça s'encadre. Soit, quand tu es sous-traitant, tu transfères la demande d'exercice de droit au responsable de traitement, soit c'est toi qui y réponds pour le compte du responsable du traitement. Mais ça, évidemment, ça s'organise contractuellement et évidemment, ça se prévoit. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte. Il y a différents niveaux d'aide du responsable de traitement à la réponse à l'exercice des droits des personnes. Mais tu te souviens, on avait vu ça aussi dans l'article 28. En cas de violation de données à caractère personnel, il faut évidemment, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, notifier ces violations de données à caractère personnel. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Dans ce contexte-là, le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de X heures
après avoir pris connaissance après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant. Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un courrier avec accusé de réception qui va prendre 8 ans? Est-ce que c'est un télégramme? Est-ce que, peu importe, on s'organise, mais on décide que par tel moyen suivant, est-ce que c'est un appel, hein, tout simplement, ou un SMS, je ne sais pas, par tel moyen, on notifie dans un délai maximum de X heures, après avoir pris connaissance de l'information, qu'il y a une notification, une violation de données à caractère personnel. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre aux responsables de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente qui, chez nous, est la CNIL. Donc, si nous, en tant que sous-traitant, on identifie une violation, on prévient notre responsable de traitement et le responsable de traitement lui-même devra, sous certaines conditions, prévenir la CNIL. Option possible en cas de violation de données à caractère personnel. Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l'autorité de contrôle compétente, la CNIL, au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais, et si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Tout ça, c'est prévu dans l'article... La notification de la violation, c'est dans l'article 80, il me semble. Attends, laisse-moi voir. Enfin, tout ça, c'est prévu évidemment dans le RGPD, hein, jusque-là, merci. Mais c'est prévu, et effectivement, dans le chapitre 8, à partir des articles 77 à 84, on explique bien... Ah non, pas du tout. Non, non, ça, c'est les droits. C'est la notification. Ah non, non, effectivement, c'est l'article 33, pardon. Donc effectivement, la question de la notification de données, de la notification de violation de données à caractère personnel, soit auprès de la CNIL, soit auprès de la personne concernée, se voit dans les articles 33 et 34 du RGPD. J'ai confondu. My bad. Donc voilà, on va se référer du coup à ces articles-là pour tout ce paragraphe, on les verra plus tard. La notification, en cas de violation de données à caractère personnel, contient au moins la description de la nature de la violation de données à caractère personnel, ok, y compris les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation, et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés. La notification contient au moins le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues. La notification contient au moins la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel. Et la notification contient au moins la description des mesures prises ou que le responsable de traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, et le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. Si et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique au nom et pour le compte du responsable de traitement la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. Ok? Donc là, on voit comment informer d'une notification de violation de données à caractère personnel auprès de la CNIL. Tout ça, c'est auprès de la CNIL. Et là, maintenant, on va voir comment communiquer la violation de données à caractère personnel auprès de la personne concernée. Donc, la communication à la personne concernée décrit en des termes clairs et simples la nature de la violation à données à caractère personnel et contient au moins la description de la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation, et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés. Jusque-là, c'est tout pareil, hein. Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données, ok, ou d'un autre point de contact auprès duquel les informations supplémentaires peuvent être obtenues.
Jusque-là, c'est tout pareil que pour la CNIL. La description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel et la description des mesures prises ou que le responsable de traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer, les éventuelles conséquences négatives. Donc ça, c'est comment on communique. Euh, c'est une option possible de comment on agit entre le responsable de traitement et le sous-traitant en cas de violation de données à caractère personnel. C'est une option possible. Après, tout se négocie, tout s'encadre. On peut tout à fait définir d'autres modalités, d'autres responsabilités également sur sur cette répartition des tâches en cas de violation de données à caractère personnel. Le point suivant concerne l'aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable du traitement de ses obligations. Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d'analyses d'impact relatives à la protection des données et le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable à l'autorité de contrôle. Ça, c'est dans les articles consultation, je crois que c'est 36, ouais. Article 36 qu'on verra plus tard. Et AIPD, je me souviens plus. Article 35, ouais. Article 35 et article 36, on verra ça plus tard. Mesures de sécurité. Alors attends, je regarde où est-ce qu'on en est. Ouais, tu vois, il nous reste quand même encore 2 pages. On va se concentrer. Ah, ou peut-être que je m'arrête là. Ça fait combien de temps? Je sais pas combien ça fait. Hmm. Allez, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que je sais que ça, même moi, ça commence à faire long pour vous expliquer. Donc, on a vu, pour l'instant, on a vu donc les obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement. On a vu ce à quoi s'engageait le sous-traitant. Ensuite, on a vu comment ça se passait la sous-traitance, si jamais le sous-traitant veut lui-même sous-traiter. On a vu le droit d'information des personnes concernées. On a vu l'exercice des droits des personnes concernées. On a vu comment on faisait en cas de notification de violation de données à caractère personnel. Et on a vu le sujet du soutien du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est les mesures de sécurité. Comment, comment sont utilisées les données et comment sont utilisées les données à la fin de la prestation de service avec le sous-traitant. On va voir les informations sur les délégué à la protection des données, décidément, le registre des catégories des activités de traitement, la documentation et les obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant cette fois-ci. On se retrouve demain